Lorsque Julian et Léo se lancent dans des aventures qui éclaboussent, c'est toujours Ludger, leur père, qui s'y colle. Leur maman Tina préfère s'occuper des photos souvenirs. Ils vont sortir tout trempés. Vous ne le faites jamais? En été, oui, mais pas avec la robe bavaroise. On va à la maison fantôme? Les garçons arborent une culotte en cuir et une chemise à carreaux. Tina, elle, porte une robe corsetée. Oh, ça va. C'est que les cheveux qui sont mouillés. En Bavière, c'est la tradition. Cela fait partie de l'Oktoberfest. Tout le monde porte l'habit traditionnel ici. Parce qu'au départ, cette fête a eu lieu pour célébrer un mariage royal. Et en tant que Munichois d'adoption, on joue le jeu. Mais c'est pas très confortable. Et pourquoi ça? Par exemple, là, ça tire quand tu bouges. Cette responsable marketing et son mari avocat vont dépenser une centaine d'euros en une matinée, en manège, mais aussi en friandises typiques, comme ces cœurs en pain d'épices avec des petits messages. Pour maman? Ou meilleure patronne? On peut les manger, mais la plupart des gens qu'on connaît les gardent en souvenir. C'est écrit « Serre-moi fort dans tes bras ». Je dois le mettre autour du cou. Et j'espère qu'il n'y a que mon mari qui va me prendre dans ses bras et pas quelqu'un d'autre. Moi, je te prends dans mes bras. Toi, oui. Toi, tu peux. 150 attractions, 6 millions de visiteurs pendant 3 semaines. L'Oktoberfest de Munich est la plus grande fête foraine du monde. Au cœur de la 3e ville d'Allemagne, cette tradition dure depuis plus de 200 ans. Une foire de la démesure, célèbre aussi pour les quantités de houblon qui ne s'y ingurgitent que par chope de 1 litre. Santé! Une fête de la bière et des loisirs populaires, aux mains de dynasties de forains et de brasseurs, depuis des générations. Bonjour, bonjour. Allez, montez, on va partir. Comme chaque automne, depuis près d'un demi-siècle, Siegfried Kaiser, 67 ans, est aux commandes de son manège, le Skater. Allez les amis, c'est maintenant. Venez. À chaque fois, il installe sa caravane juste derrière le manège, avec son épouse Sylvia. Un style de vie qu'il a toujours connu. Il y a 200 ans, ses ancêtres étaient montreurs d'ours sur les marchés. Ça, c'est moi, quand j'avais 10 ans. À l'époque du cirque, on avait un guépard qu'on avait apprivoisé. On voit nos caravanes dans le fond. Le père de Siegfried était dresseur de félins et de chevaux. L'un des meilleurs de son époque. Là, le cheval est assis et il fait comme un chien avec ses pattes. Mon père était le seul à savoir le faire, ce numéro. Le père de Siegfried a même rencontré la reine d'Angleterre. Dans les années 60, la famille se reconvertit dans les premiers manèges mécaniques. En 1980, Siegfried investit dans le bateau des rêves, qu'il inaugure lors de l'Oktoberfest. 27 mètres de hauteur, le plus haut de la foire. Il pose devant avec sa femme et leurs 3 enfants. Aujourd'hui, chacun a son propre manège. La caravane de son petit-fils, JJ, est à quelques mètres de la sienne. Tania, la fille de Siegfried, est en train de faire la comptabilité de son manège. Mamie. Salut maman. Allô. Tu m'as manqué. Toi aussi. C'était bien l'école? Oui. Tania a épousé un forain, Jörg. Papa. Petite andouille, tu allais me passer devant sans dire bonjour? Télévision high-tech qui s'encastre dans un décor en marbre, jeu de lumière dans la salle de bain. Bleu pour froid et rouge pour chaud.
Leur maison roulante est plus moderne que celle des parents. Et aussi bling-bling qu'un manège. À 9 ans, JJ se prépare à la relève. Avec des Legos. Ton futur manège, tu voudrais qu'il soit comment? Je peux pas le dire. Je sais pas encore comment il va fonctionner. Je suis encore en phase de réflexion. En attendant, il est en CE2 et partage sa scolarité entre un bus-école pour enfants de forains et un établissement de Munich. Il ne faut pas mettre l'éducation au second plan. Nous avons engagé un professeur privé pour lui donner des cours particuliers. Mais ce qui est important pour nous, c'est que la famille soit ensemble au quotidien. JJ peut faire du manège gratuitement, quand bon lui semble. Son record, c'est 4 heures d'affilée, dont celui de ses parents. Le breakdance. Mais ce soir, ce que veut le petit garçon, c'est prendre le micro, comme sa maman. Ok les amis, vous voulez la puissance maximale? Est-ce que vous allez bien? J'entends rien. Vous en voulez encore? Tania est réticente car le règlement de la foire interdit le travail des enfants. Je peux, maman? Alors oui, le truc tourne, ça bouge. Breakdance! J'ai commencé toute petite sur les genoux de mon père. Comme JJ vient maintenant et me demande « Maman, laisse-moi parler !» Je crois que lui aussi, plus tard, il fera ça très bien. Il faut aimer ce métier et savoir le faire. Mon frère, par exemple, il a préféré acheter un manège pour enfants. Il n'était pas fait pour le micro. Coucou les amis! Vous en voulez encore? Le breakdance emploie 6 salariés et peut accueillir 1 millier de personnes par heure, à 4 € le ticket. C'est le dernier tour. Prenez votre ticket maintenant et montez. D'accord. À minuit pile, Jörg, le mari de Tania, veille à ce que le dernier tour soit terminé. Sinon, il y a un avertissement. Et ça, c'est pas bon du tout. On risque notre place à l'Oktoberfest si on ne respecte pas le règlement. Fermez les bars! La mairie reçoit plus de 1000 candidatures chaque année pour 550 places. Alors aucun forain ne se risque au moindre écart. Les derniers fêtards finissent leur tour sans musique et à moitié dans le noir. Dans ces sacs de sport, la recette du jour en petite monnaie, mais impossible de s'inviter pour le bilan de la journée. Bonne nuit. Salut. Même si Tania et Jörg doivent payer l'emplacement, 25 000 €, et les frais de fonctionnement, 10 000 €, l'Oktoberfest est pour eux une bonne opération. Les bénéfices permettent aux forains d'investir dans de nouveaux manèges. Comme le Jules Verne, inauguré en mars et estimé à 3 millions €. Des chaises volantes qui tournent à 80 mètres de hauteur. Les plus élevés d'Europe. Pour le rentabiliser au maximum, son patron, Alexander, l'homme au chapeau, emploie une main-d'œuvre bon marché. 12 employés, tous roumains. Cela fait 4 ans que Cataline a quitté Bucarest. Ces matinées commencent toujours par l'inspection du manège. La première fois, j'étais mort de trouille. La tour était plus petite à l'époque, juste 50 mètres. Mais c'était la même angoisse. Cataline grimpe d'abord à une vingtaine de mètres au-dessus du sol.
façon homme araignée. Il fixe les câbles électriques des éclairages au balançoire pour ne pas qu'ils s'en mêlent. C'est un peu dangereux pour vous? Peut-être un peu, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Puis, il monte jusqu'au sommet pour vérifier un à un que les boulons de la structure sont bien serrés. Pierrot, 2 gars, tout de suite. On va ouvrir. On ouvre? Ouais, il y a beaucoup de gens. Ça va ouvrir de ce côté. Alexander, le patron, a contracté un emprunt pour acheter ce manège. Il ne peut pas se permettre de rater des clients. Au sommet, la vue est imprenable, avec la sensation de voler à 65 km/h au-dessus de Munich. Avant, il avait exactement le même modèle, mais de seulement 50 mètres de haut. Désormais, la tour défie le clocher de l'église Saint-Paul. Avec notre ancien manège, on a été leader pendant 12 ans. Mais on risquait de se faire doubler par un concurrent. Alors on a décidé de monter plus haut pour rester numéro 1. Malgré les 7 €, pour 2 minutes d'envol, les clients affluent. Même ceux qui ont le vertige. C'est moi qui l'oblige. Il faut qu'elle le fasse. C'est pas négociable. Quand il y a un nouveau manège sur la fête, il faut l'essayer. Pour un rendement maximum, Katalin, l'employé roumain, et ses collègues accélèrent l'installation des clients dans les balançoires. Asseyez-vous. Il faut être très rapide. C'est pour ça que le patron embauche que des jeunes, pour qu'on ferme les ceintures au plus vite. C'est plus d'argent pour le boss. Le jeune homme vit juste derrière le manège, dans cette caravane fournie par le patron, qu'il partage avec 5 collègues. Voilà mon lit. Ça, c'est celui de mon collègue. C'est là qu'on dort, vous voyez. C'est une grande chambre. On a beaucoup d'espace, voilà. Il travaille de 9 h à minuit pour un peu plus de 1 000 € par mois. C'est 4 fois plus que son ancien salaire de manager dans une usine textile, à Bucarest. C'était cet été. J'avais 4 jours de vacances. Sa femme, Christina, est restée au pays. Lui est sur les foires 10 mois par an, pour un jour construire leur maison en Roumanie. Il y a quelques jours, c'était son anniversaire, 28 ans. Alors je lui ai envoyé un bouquet avec 28 roses. Elle est tout le temps énervée parce que je suis ici et elle, là-bas. Mais on a besoin d'argent. Sans argent, on ne peut pas survivre. C'est dur. Ici, tu es seul, tu n'as pas de Noël, rien. Juste travailler, travailler. Comme Katalin, ils sont 13 000 employés à travailler dans les coulisses de la foire. En moyenne, chaque jour, la fréquentation atteint 330 000 personnes. 20 % de touristes, mais c'est surtout le rendez-vous des Bavarois. Viens mon cœur. Tu veux ranger ça pour moi? Tu veux ranger ça? Stéphanie, 35 ans, est française. Cette photographe vit entre Paris et Munich avec son mari, Achim, allemand, chef d'entreprise dans l'automobile. Ils ont déjà parcouru les attractions avec leur petit garçon de 4 ans. Mais cet après-midi, ils y retournent entre adultes et déguisés. Beaucoup. Stéphanie et sa copine ont toute une collection de Dirndl, l'habit traditionnel de Bavière. Ça, c'est vraiment les couleurs, t'as vu, bavarois. Début 19e, c'était la tenue des servantes autrichiennes, récupérée ensuite par la bourgeoisie et la haute couture. Il en existe de tous les prix, entre 50 et 200 € pour les plus travaillés. Surtout avec la bordure. Avec la bordure, ouais. Donc voilà, enterrement, mariage, anniversaire, ici, on met tout le temps des dirndl. On est toujours habillés. On est toujours habillés avec un dirndl. C'est pour ça qu'on en a autant, c'est comme un jean à Paris. Ah oui, on met aussi ça en dessous. Oui, avec celui-là, il est bien fourni. En fait, c'est pour vraiment donner, comme c'est très serré à la taille,
Après, le jupon donne du volume et ça permet d'avoir une silhouette féminine. L'accessoire indispensable, c'est le soutien-gorge pigeonnant. J'adore. Le décolleté, c'est ce qui est très très important pour le... On appelle ça le balcon bavarois, le décolleté. Ce samedi après-midi, pas de manège au programme, mais d'autres vertiges. Avec une dizaine d'amis, Stéphanie et son mari ont réservé une table dans l'une des 16 tentes à bière de la foire. De gigantesques structures qui accueillent des milliers de convives qui boivent souvent jusqu'à l'excès. Le couple s'y est pris 1 an à l'avance. Il leur a fallu payer d'entrée 800 € de consommation, soit 80 € par personne. En fait, il y a une rumeur comme quoi, à la fin de l'année, il y a une analyse de dépenses par nom, par table. Et après, en fonction du chiffre d'affaires qu'on fait, on a une meilleure ou une moins bonne place. Les gros clients dépenseraient jusqu'à 10 000 € en une soirée. La plus ancienne de ces tentes à bière est celle de la famille Schottenhamel. 150 ans de présence à l'Oktoberfest, 25 places assises à l'origine, 10 000 aujourd'hui. En cuisine, une centaine de petites mains s'activent dès 6 h du matin. Sébastien travaille d'habitude dans un restaurant gastronomique. Ici, il gère des quantités gargantuesques de nourriture. On commande tous les jours presque 2 tonnes de viande de porc. Chez moi, au restaurant, ça suffit pendant des mois. Pain au gras de rillettes, boulettes de viande, Obatsen, un mélange de fromage et de paprika, ou encore Kaiserschmarrn, les crêpes flambées typiquement bavaroises. Il y a aussi l'incontournable de l'Oktoberfest, le poulet rôti, vendu 11,30 € le demi. Une douzaine de fours tournent du matin au soir. À vos marques, prêts, partez. Pour motiver ses troupes, Sébastien organise même des petits concours. C'est à qui on brochera le plus vite. Ça y est. Je suis imbattable. Tourne les ailes vers l'arrière. C'est que ma première année, lui c'est le pro. Bah oui, 14 ans d'expérience. Près de 400 000 volailles seront rôties pendant les 18 jours de fête. À 25 ans, Lisa est l'une des 250 serveuses. Petite fille, elle accompagnait déjà ses parents dans cette tente. Tu peux nous amener des bières? 2? Non, on est plus. Combien? 5. Les chopes font toutes 1 litre. Lisa en prend le plus possible. D'abord, tu mets les premières en cercle, ça fait 6. Puis tu rajoutes la 7e par-dessus. Et tu peux en prendre 3 de plus devant. Tu plies les genoux pour soulever. Et tu te redresses. 22 kilos qu'elle tient à bout de bras. Elle ne fait pas ça pour l'exploit. Alors, des bières? Mais pour en vendre un maximum. Elle n'a pas de salaire fixe. Plus elle vend de bière, plus elle gagne de l'argent. Cela lui permet de financer une partie de ses études. Elle veut être professeure pour enfants handicapés. Moi, j'en prends 2. 2? La chope coûte 10,95 €. Et sur une chope, vous gagnez combien? Par bière, je gagne environ 92 cents. Santé! Bonjour, vous voulez des bières? Certains serveurs prétendent empocher 10 000 € en seulement 3 semaines de travail. Régulièrement, la chanson emblématique de l'Oktoberfest invite les festivaliers à lever leurs verres, tous ensemble. 6 millions de litres de bière sont engloutis chaque année.
De quoi rendre les esprits potaches. Après la fermeture des tentes, à 22h30, ce qui fait le plus recette, ce sont les manèges à l'ancienne, comme le toboggan des années 30. Allez, au suivant! Penchez-vous bien en avant. Tu me retiens si je tombe, hein? Pour 5 €, il faut réussir, sans tomber, à grimper sur ce tapis roulant qui file à 10 km/h. Chacun sa technique. Mais l'institution de la foire, c'est le Teufelstrad, la roue du diable. C'est au tour des femmes qui ont une petite poitrine. 100 ans d'existence. Il n'y a rien à gagner. Juste le plaisir de rester la dernière personne sur la piste, qui tourne de plus en plus vite, en évitant le projectile. Et maintenant, j'invite pour un tour de piste tous les conseillers financiers. Hé, doucement sur la piste, on ne se saute pas dessus. Chaque année, l'Oktoberfest rapporterait près d'1 milliard d'euros à la ville de Munich. C'est une ville qui ne dort jamais. Grâce à une législation unique en Allemagne, à Berlin, les discothèques peuvent rester ouvertes 24 heures sur 24, du jeudi soir au mardi matin. Le paradis des DJ. Depuis 10 ans, Léonard travaille à Berlin. Ce soir, ce DJ français fait danser les noctambules dans la salle des machines d'une usine désaffectée. Une boîte de nuit éphémère, comme il y en a tant ici. Les organisateurs de la soirée le paient 300 € pour mixer jusqu'au petit matin. Léonard enchaîne chaque mois une dizaine de sessions de ce genre dans des lieux insolites. Quand il y a eu la réunification, il y a eu beaucoup d'endroits qui étaient en double finalement. Il y avait 2 postes, 2 gares centrales. Tout d'un coup, il y avait beaucoup d'espace disponible où les gens ils faisaient un trou, ils mettaient une sono et hop, c'était un club. Ces anciennes friches industrielles sont ainsi devenues des discothèques mythiques, attirant des jeunes fêtards de toute l'Europe, comme le Kater-Holzich, une ancienne usine à savon devenue la Mecque de la musique électronique. Ou encore le Berghain, la boîte la plus secrète de la ville, qui se cache dans cette ancienne centrale électrique est-allemande. Des lieux qui perpétuent une tradition de culture alternative. Le chanteur David Bowie, puis Nina Hagen dans les années 70 et 80, ont puisé à Berlin leur art de la provocation. Après la chute du mur, le besoin de liberté a repoussé ses limites. C'est à Berlin qu'a été créée la Love Parade, gigantesque fête techno attirant plus d'1 million de fans. Dans la ville, il existe plus de 2000 bars et discothèques, sans compter les pistes de danse improvisées, comme ici, devant un stand de kebab. Ou encore là, sur le toit d'une Trabant, dans l'arrière-cour d'un supermarché. Mais ce n'est pas seulement pour cette atmosphère branchée que Léonard s'est installé à Berlin. C'est aussi pour le coût de la vie, bien moindre qu'à Paris. Il habite Prenzlauberg, un quartier résidentiel. C'est là que vivaient les artistes surveillés par le régime à l'époque de la RDA. On a beaucoup d'amis qui étaient des Berlinois de l'époque, qui étaient des enfants, ou des préadolescents ou des adolescents. Et c'est assez drôle les anecdotes justement. Il y a des gens, il y a des familles qui sont tout de suite partis, quoi, qui ont tout laissé sur place et qui sont partis pour quasiment plus jamais revenir. Ces logements sont encore aujourd'hui bon marché. À la naissance de leur fils Dario,
Léonard et sa femme ont loué cet appartement spacieux. Là, c'est la cuisine. L'avantage à Berlin, c'est qu'il y a un peu d'espace, quoi. Après, il y a les chambres, il y a la chambre de Dario, il y a la nôtre, salle de bain, etc. Quelle surface ici? On a 116 mètres carrés. Quand tu viens de Paris, c'est quand même super appréciable. Pour quel loyer? Pour moins de 900 €. Et ça a augmenté il n'y a pas longtemps, en plus. 2 chambres, un grand salon et une pièce entière qu'il s'est réservée. Là, il y a mon bureau, le studio dans lequel je travaille, où je compose mes morceaux. Aujourd'hui, il est étiqueté en tant qu'artiste berlinois. Une carte de visite qui permet à Léonard de se produire dans les meilleurs clubs parisiens, mais aussi à Hong Kong ou Shanghai. Cela peut paraître surprenant, mais ces friches industrielles berlinoises peuvent permettre de concrétiser le rêve d'une vie. Dans ces anciens ateliers où l'on réparait des locomotives, Pascal Feucher, un Français de 42 ans, a investi 300 000 € pour créer l'Urban Spree, un lieu qui mêle discothèque, bar, galerie d'art et atelier d'artistes. Alors par exemple, Slava, qui est un artiste ukrainien, fait des sculptures en scotch. Et il est assez réputé. Donc là, par exemple, c'est une sculpture à partir de scotch de déménagement, en fait, d'emballage. Et par épaisseur, il se dégage des motifs, en fait. Et ça devient quelque chose de très tendance. Ces artistes sont accueillis en résidence. Ils ne payent pas de loyer à Pascal. En échange, ils offrent certaines de leurs œuvres. Elles sont exposées dans la galerie d'art. Si ces artistes percent grâce à lui, Pascal Feucher pourra revendre leurs œuvres à bon prix. Toute cette nouvelle génération qui est clos et qui se développe à Berlin, il y aura probablement des futures stars de l'art contemporain. En France, en fait, moi j'avais un parcours tout à fait différent parce que je gérais des fonds d'investissement. J'avais mon bureau place Vendôme, je travaillais pour une grande banque allemande et j'ai décidé de changer complètement et de faire un projet très personnel. La nuit, les ambitions culturelles de l'Urban Spree sont moins élevées. C'est quoi là-dedans ce soir, la soirée, c'est? C'est le bordel, la soirée française. Vous allez voir, c'est déchirant. La soirée bordel, un concept simple. Une fois par mois, pour 5 €, tout le monde s'amuse sur de la musique française, dans un esprit plutôt libéré. Sur un morceau du groupe Daft Punk, quelques jeunes filles enlèvent le haut. Dans le feu de l'action, le DJ se laisse même aller à un morceau de Mylène Farmer. À Berlin, ces soirées se succèdent et se concurrencent jusqu'au petit matin. Au Katerholzig, la boîte installée dans l'ancienne usine à savon, c'est Edouard, un autre DJ français, qui est invité pour le set d'ouverture, de 2 h à 4 h du matin. Je pense que tout bon DJ doit passer par ici. Katerholzig, les autres gros clubs de Berlin. Mais alors que nous filmons la piste de danse, au bout de 15 minutes à peine, on nous demande de sortir. Dirty the Ring, un DJ allemand, vient nous expliquer pourquoi. C'est vraiment exceptionnel que vous ayez pu filmer ce soir. Normalement, c'est interdit. Les patrons des boîtes n'autorisent pas les caméras parce que les gens qui viennent faire la fête ne veulent pas être filmés. Il faut garder cet esprit de liberté. Personne n'est là pour vous contrôler. Il est vrai que parfois, ça va loin. Comme sur ces images, filmées dans une autre discothèque de Berlin. Dans ces boîtes de nuit, la drogue pourtant interdite en Allemagne circule sans problème et alimente la réputation sulfureuse de la ville. Il est 5 h du matin. Léonard déambule dans les rues,
qui sont encore pleines. Ils vont d'un club à un autre souvent. Ils vont pas rentrer tout de suite en général. Pas tous en tout cas. Contrairement à Paris, ici le week-end, métro et RER fonctionnent toute la nuit. Et pour ceux qui ne veulent pas rentrer, le spectacle continue dans la rue. Je suis passé il y a 2 heures, ils étaient déjà là. L'excentricité, un art de vivre à Berlin.